cheminots, il y a des choses qu'on pourra faire et des choses qu'on ne pourra pas faire. Et les choses qu'on peut faire, c'est regarder comment on peut les faire avancer, mais là, ça veut dire que on n'est plus seulement dans la plainte et le constat, on est déjà dans les propositions et comment on les fait avancer ensemble. Hein, c'était des questions que posait le collègue de l'UD, c'est aussi ce que le maire disait. Voilà, moi je pense que c'est une très bonne idée d'essayer de regarder ensemble, parce que ce soit pour le RER-A, on parlera tout à l'heure du fret, et donc des possibilités ou pas de développement économique de HR et de ses environs, il faut en tout cas nous la CGT, c'est pour ça qu'on les a fait aussi, ces états généraux du service public, il faut qu'on avance des propositions et après qu'on les porte ensemble et qu'on serre les dents quand il faudra les serrer pour les avancent. C'est Pascal, à toi Yves. Oui, bon, je m'excuse de m'être emporté un petit peu tout à l'heure sur Bombardier, mais bon, ça fait trop longtemps que ce problème me tient à cœur, que aussi bien la direction que les journalistes ont toujours accusé d'acheter du matériel à l'étranger, ce qui est complètement faux, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est une usine qui est à Valenciennes et qui fabrique du matériel ferroviaire pour la SNCF depuis aussi longtemps qu'Alstom. Il y a eu des autorails qui remontent, des premiers autorails qui ont circulé, il y a eu construits par ADF. Et donc pour la fiabilité du matériel, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut que les usagers sachent, c'est qu'il y a eu là aussi une évolution dans la conception du matériel qui autrefois était conçue en commun par la SNCF et les constructeurs Alstom, Creusot-Loire et autres. Il y avait une collaboration à cette époque-là qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, où la SNCF se contente de surveiller les projets d'études et de donner son avis, mais qui se limite à ça convient, ça ne convient pas. Il y a pratiquement plus d'essais sur le matériel, c'est pareil, les essais sont limités à des essais d'homologation, où la SNCF ne fait aucune évolution sur le matériel qui est en cours de construction. Et on arrive à ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a du matériel, la mise au point se fait en service commercial au fur et à mesure de l'utilisation du matériel. Merci Yves. Je vous propose qu'on passe maintenant au débat sur le fret, donc que Pascal laisse la place à Olivier qui va introduire ce débat. Mon histoire de l'affaire, mais c'est de dire les choses. Après, on a parler des contrôleurs, par exemple. Nous, on porte un projet à la CGT, c'est la réhumanisation des gares et des trains. C'est-à-dire mettre du personnel du premier au dernier train, dans les gares et dans les trains. Et du personnel professionnel. Donc, une introduction sur le débat sur le fret. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça existe encore, malgré qu'on veuille le tuer, mais ça existe encore, on transporte encore. De moins en moins, mais encore. Monica Hemming, directrice exécutive de l'association qui représente les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires en Europe, pointait récemment dans la presse l'échec de la libéralisation du fret en Europe et l'inefficacité et les limites des holdings. Elle a mis là en exergue les politiques qui ont été menées à la situation que nous connaissons aujourd'hui. 80% des marchandises sont transportées par la route. C'est un échec politique et environnemental. Alors le fret ferroviaire en quelques chiffres. En France, entre 2000 et 2009, le transport de marchandises, y compris avec l'arrivée de la concurrence, chute de 42%. En tonnes kilomètres, ou en gigatonnes, c'est comme vous voulez, donc en milliards de tonnes kilomètres, ça passe de 16,6 à 10%. Entre 2009 et 2011, le transport ferroviaire de marchandises voit une croissance de 9%. Malgré cela, le fret SNCF a perdu 12 points.
de parts de marché au profit des concurrents, et notamment VFE, ça c'est une filiale de la SNCF. En 2000, Fret SNCF transportait 55 milliards de tonnes kilomètres, avec un déficit maîtrisé à 50 millions d'euros. En 2011, le volume transporté n'est plus que de 20 milliards de tonnes kilomètres, avec un déficit avoisinant les 450 millions d'euros. Voilà, ça c'est la politique qui a été menée pendant des années, c'est la dure réalité des chiffres, c'est le résultat des divers plans Véron, Marambo, qui sont traduits par la pression sur les collectifs de travail, les refontes d'organisation et de production. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas la voie à suivre pour sortir du tunnel. Alors là aussi, on n'y arrivera pas tout seul, alors la mobilisation de tous est nécessaire, élus, associations, collectifs de défense, salariés et citoyens, pour une autre production alliant multi-activités, retour à des métiers transverses et politiques de développement, qui permettra de sortir d'une ornière mortifère pour le Fret SNCF. Cela vaut également pour les dirigeants qui veulent œuvrer pour le service public ferroviaire et une politique environnementale. On l'avait dit encore et on répète à cette époque-là, déjà on l'avait souligné, car le triage d'HR est précisément situé à proximité de grandes usines automobiles comme Peugeot à Poissy, ou encore Renault à Flins, qui aujourd'hui transportent essentiellement leurs véhicules par la route. Il y avait pourtant là une possibilité de moderniser un outil essentiel au projet de future implantation d'une plateforme multimodale du port autonome de Paris sur HR, permettant de combiner les transports fluviaux, ferroviaires et routiers. Nous vous proposons de débattre maintenant de l'avenir du Fret SNCF et son développement sur HR et environ, avec un objectif d'utilité publique et environnementale. Merci. Merci. Tout de suite, on attaque. Monsieur, là, on lui passe le micro. Bonsoir, je m'appelle Vincent. Je voulais juste commencer par une petite anecdote. Je vais vous la lire. En fait, c'est une anecdote qui a été racontée par un personnage qui s'est fait connaître en 2012 et qui est maintenant aujourd'hui incontournable sur le plan politique et qui se nomme Monsieur Jean-Luc Mélenchon et qui parle justement du fret. Donc il raconte, voilà, je me trouve dans une rencontre de syndicalistes, cheminots, et ne souhaitant pas rentrer dans une discussion sur le chemin de fer, comme j'en ai fait des dizaines, je leur demande combien de temps, à leur avis, il faudrait pour mettre en place le ferroutage entre la Belgique et l'Espagne. D'habitude, ce coup du temps pas pour répondre. Les voilà partis dans un débat où tout le monde parle en même temps. Un coup c'est 2 ans, un coup c'est tant, et je n'interviens pas pendant une demi-heure. Puis je reprends la parole, et un peu moqueur, je leur dis que normalement, c'est les politiques qui ne s'entendent pas. Mais là, vous ne savez pas si c'est 3 ans ou 6 ans. À ce moment, un CGTiste, genre costaud, qui doit avoir le dernier mot, déclare « Ça dépend qui me demande ». Merci. Le prochain, c'est Jean-Claude. Sur le fret, moi je vais vous parler un peu de mon véhicule syndicaliste de Peugeot. C'est qu'à aucun moment je le vois dans la déclaration de la CGT des cheminots, et donc ça m'inquiète un peu. J'ai même d'ailleurs un jour fait un article que j'avais envoyé à la fédération, j'ai eu une réponse. Je pense qu'on ne gagnera pas le fret ferroviaire si on ne s'en prend pas à la gestion des entreprises aujourd'hui dans le pays. Par exemple, Peugeot et Renault. On constate qu'il n'y a plus de guerre de triage à HR. Pourquoi? Moi, quand je suis venu en 70 chez Peugeot, le train il rentrait jusque dans l'usine. Il amenait les pièces pour fabriquer les voitures. On avait 3 semaines de stock. Tout arrivait par le train. Aujourd'hui, la stratégie des entreprises, c'est de faire du flux tendu et du stock zéro. C'est-à-dire que quand un camion rentre dans l'usine, un autre sort. Tout en camion. C'est pas simplement les bagnoles qu'on se met. C'est toutes les pièces qu'on amène par camion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait du flux tendu et du stock zéro, on ne peut plus utiliser le train. Le train ne peut pas rentrer tous les 30 secondes dans l'usine. Et puis il n'y a plus de stock. Donc on ne peut plus utiliser le train. Mais cette politique-là, c'est pas simplement Peugeot, c'est Carrefour. Aujourd'hui, à 3 h du matin, il y a des gens qui travaillent à Carrefour pour mettre toute la consommation, tout ce qui va sur les étagères. Donc voilà, tout est aujourd'hui, c'est la politique du
flux tendu et du stock zéro. Et je crois que ça, c'est une stratégie, parce qu'on parle d'environnement, c'est 300 camions dans le jour, tous les jours. 150 qui. Du chômage en ce moment, il y a moins de camions. Et donc, voilà. Donc, moi, je pense que quand on parle de construction commune avec des usagers, je pense aussi que la CGT de Peugeot et la CGT des cheminots, en tout cas les syndicats, doivent commencer à discuter ensemble parce qu'on a des actions communes. Il ne pourra pas y avoir progression du fret ferroviaire si on ne s'en prend pas à la gestion des entreprises capitalistes. Si Jean-Claude, tu passes le micro à Eric juste à côté de toi. Oui, assez rapidement. Je voulais dire qu'à l'occasion de la journée européenne d'action sur l'industrie, le 9 octobre, la CGT en France et aussi d'autres organisations syndicales au niveau européen, on a eu l'occasion au niveau de la CGT dans le département de rendre public notre volonté de tenir les assises de l'industrie dans le département. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais c'est le premier département industriel de la région la région Île-de-France. Et on sait que dans les syndicats, il y a des propositions. Or, ces propositions ne sont pas connues. Et en plus, elles méritent d'avoir un débat, d'avoir une confrontation avec tous ceux qui ont de près ou de loin à débattre sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on a proposé, lors d'un débat qui s'est tenu au Conseil général des disciplines, organisé par le président du Conseil général, en présence des autres organisations syndicales et de la Chambre de commerce et d'industrie, on a annoncé qu'on avait la volonté de tenir des assises de l'industrie à la fin du premier trimestre 2013. Et l'ambition est de mettre autour d'une table, entre guillemets, en tous les cas de se réunir et de débattre, organisation syndicale, le conseil régional, dont la mission est le développement économique dans la région, bien sûr le conseil général, les services de l'État, parce qu'ils ont des responsabilités en la matière, tant la préfecture que la direction du travail, mais aussi la Chambre de commerce et d'industrie et les élus locaux. On a l'ambition de porter un grand débat dans le département sur ces questions-là. Et je pense que ça soit l'industrie automobile, Jean-Claude qui a donné des éléments par rapport à Peugeot, mais c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour l'aéronautique. On a des choses à travailler ensemble, et je pense que la question du transport comme service public, il y a des choses à dire sur l'industrie, mais on pourrait aussi parler des questions de l'énergie et d'autres encore. Voilà. Bon, je voulais faire connaître cette proposition, et dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, en termes d'enjeux et de convergence, de travailler ensemble à tourner les choses, non pas seulement il faut continuer à le faire, à se battre contre la casse, mais aussi montrer qu'il y a d'autres alternatives que celles qui nous sont proposées en termes économiques par le capital. Merci Jean-Claude. Je vais dire quelques mots aussi. C'est un sujet qui me passionne. D'abord, à propos de Peugeot, on a vérifié juste avant le récent épisode là où ils ont fait du chômage, on était à 500 camions jour dans le site, simplement pour alimenter l'usine. Et on n'y a pas ajouté, parce que là, je n'ai pas pensé à demander combien ça faisait, mais les transports par carte, les ouvriers le matin, le soir, et voilà. Donc ça fait, je ne s'imagine pas, mais on essayer de les imaginer bout à bout. Le train que ça fait, c'est impressionnant. Ce que ça génère comme pollution, comme embouteillage, etc. Alors ça, forcément, en tant qu'habitant de la région de Poissy, ça nous pose problème. Et à un moment donné, on avait
public sur cette question-là, en disant c'est pas possible que ça continue ainsi. Mais en y réfléchissant bien, ce qui est en question, c'est pas seulement Peugeot non possible. Ce qui est en question, parce que Jean-Claude parle du flux tendu, c'est pas seulement l'approvisionnement en pièces qui a changé dans la façon de construire les automobiles. Aujourd'hui, à Peugeot, on ne fait plus que de l'assemblage. Les sièges, les tableaux de bord, les phares, machin, tout ça, c'est fait ailleurs. Ça arrive en flux tendu, donc directement pour être monté sur la bagnole, dans l'usine, et là, on fait de l'assemblage. Objectivement, je vois mal comment, avec un système comme ça, on pourrait amener en temps réel les tableaux de bord par le train. Il faudrait tellement de trains que ce serait plus possible de les intercaler avec le trafic voyageur qui existe aujourd'hui. Donc, si on menait cette campagne à supposer qu'on était une satisfaction, tout ce qu'on réussirait à faire, c'est faire fermer l'usine Peugeot possible. Donc il faut mener, à mon avis, une bataille d'une autre ampleur qui remette en cause les modes de production des grands groupes, et pas que dans l'automobile. Aujourd'hui, c'est tendance générale et qui repose sur un calcul économique simple. Pourquoi aujourd'hui ils peuvent se permettre de faire ça? Tout simplement parce que tout ce qui est coût externe, et c'est pas pour rien que ça s'appelle externe, c'est pas eux qui les payent. La pollution, les embouteillages, la dégradation de route, etc., etc. C'est nous, contribuables, qui les prenons à notre charge. L'exemple que je prends toujours, qui est tout à fait révélateur, c'est MC Synchro. MC Synchro, c'est une boîte qui est une petite boîte, filiale de Michelin, qui est chargée de monter les pneus sur les roues pour Peugeot. Ils sont à Chanteloup. Avant, ils faisaient ça dans l'usine. Jean-Claude, il a connu l'époque où ils savaient encore monter des pneus sur des roues, constructeurs automobiles. Maintenant, ils les font en zone franche, à Chanteloup. Donc, tous les jours, il y a des camions qui amènent les jantes, qui amènent les pneus, qui reprennent les roues montées, qui les amènent dans l'usine, et ça n'arrête pas. Chanteloup, Poissy, c'est des tracteurs qui passent dans chez nous. Pourquoi? Parce que les coûts externes, c'est moins cher de faire comme ça. Parce que les coûts, c'est pas eux qui les payent. Donc c'est ça qu'il faut remettre en cause. L'autre exemple qui est tout à fait éclairant, c'est celui des crevettes. Les Danois, ils pêchent des crevettes. Mais comme c'est un peu cher de les décortiquer là-bas, ils ne veulent pas s'embêter avec ça, ils les mettent dans des camions au frigo. Ils descendent Danemark, Portugal. Au Portugal, ils trouvent des Portugaises qui cherchent du boulot, qui décortiquent les crevettes, qui les remettent dans les camions frigo, qui les ramènent au Danemark pour qu'ils puissent les bouffer. Pourquoi? C'est moins cher. Pas seulement parce que les Portugaises ont des salaires dérisoires, parce que les coûts externes, c'est pour nous. Donc c'est ça qu'il faut qu'on remette en cause. C'est quand même un enjeu qui n'est pas petit, quoi. Voilà. Mais on en sortira pas autrement. Alors, et dernier point de mon intervention, j'avais eu l'occasion de lire le livre blanc de la Commission européenne à l'époque où il proposait l'ouverture du fret à la concurrence, du fret ferroviaire à la concurrence. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont obligés, quand ils écrivent ça, ils ne peuvent pas dire c'est pour permettre à quelques grands groupes de se faire du pognon avec quelque chose qui aujourd'hui est dans le service public. Alors ils n'écrivent pas ça, ils disent aujourd'hui ça ne marche pas bien, ce qui est vrai, pour des tas de raisons, ils en sont souvent responsables. Donc, pour que ça aille mieux, on va libéraliser. Ce qui est choquant, c'est qu'à aucun moment, quelques années après, ils ne font le bilan. On a dit que ça avait amélioré. Regardons. Est-ce que ça marche mieux? Il a dit, Olivier, la part modale, c'est-à-dire la part des marchandises transportées par le fer, ne cesse de diminuer au profit du transport routier. Donc ça marche pas, leur bordel. On l'a sous les yeux. Donc ils pourraient dire, on s'est trompé, on fait l'inverse. Ah non, non, c'est pas ça qu'ils disent. C'est sans doute parce qu'on n'a pas été assez loin. Donc on va en faire davantage. Non seulement ils nous emmènent dans le mur, mais en plus ils proposent d'accélérer. C'est quand même fort de café. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Pascal? Et dans le même ordre d'idée, on rappelle, sans la concurrence, dans les années 2000, quand même, la SNCF transportait 56,5 milliards de tonnes de kilomètres
faut un déficit, certes, de 89 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à peine à 20, y compris avec la concurrence, et on a des pertes cumulées de 1,529 milliard d'euros. Donc, comme disait le camarade, moi, j'ai pas été à l'école longtemps, mais quand on me dit qu'on a raison et que plus on perd, mieux ça va, j'ai jamais appris ça comme ça. Donc, non seulement la part modale est baisse, mais en plus, économiquement, c'est plus viable. Sur l'intervention du copain de chez Peugeot, qui dit, à juste titre, on ne gagnera pas le fret ferroviaire si on n'a pas une industrie qui tourne, et je dis, et réciproquement. Et réciproquement. Parce que nous, si on ne remet pas en place un modèle ferroviaire qui s'occupe justement des flux tendus ou non, après c'est un combat aussi, mais tendus ou non, avec du wagon isolé, parce qu'il faut savoir quand même qu'on transportait, il y a encore 2008, il y a encore quelques, c'est pas si loin que ça, 270 000 wagons isolés, ce qu'on appelle nous le wagon isolé, c'est-à-dire qu'on va en chercher 3 chez Peugeot, 4 chez Intel, 5 à Carrefour, on essaie de remettre tout ça dans un triage, on doit les emmener, etc. Et mais non, la boîte elle a fait tout ça en l'air, enfin c'est pas rentable, pas aller se faire chier avec Peugeot, etc. Ça coûte pas, enfin c'est pas assez rentable, donc on prend que les gros trafics, céréales et compagnie, et comme les concurrents ne sont pas plus cons que la direction SNCF, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont sur les mêmes. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on dit à Peugeot, mais aussi à d'autres chargeurs qui seraient toujours intéressés par la SNCF, on leur dit, prenez des camions, ou alors on fait payer plus fort, vous allez voir, donc ça les dégoûte de prendre le fer, et ils font autre chose. Et je vous dis, et je répète, la concurrence, elle n'a rien à mettre là-dessus, et je suis d'accord avec le camarade, il aurait été de bon ton, cette ouverture à la concurrence qui est, en tout cas en France, depuis mars 2006, qu'on fasse un retour d'expérience et qu'on mette les vrais chiffres sur la table. Nous, on n'arrête pas de le faire, mais pour l'instant, on n'est encore pas assez écouté. Deuxième des choses, ce que je veux dire, c'est aussi les conséquences de voir tout et n'importe quoi qui rentre dans les embranchements, y compris à Peugeot. Malheureusement, vous avez eu droit à un accident mortel, et là aussi, quel retour d'expérience par rapport au collègue qui est décédé, pourquoi ça s'est passé, etc. Tout ça, on n'a pas eu les éléments probants pour pouvoir faire quelque chose. Et là, c'est notre travail de syndicaliste de regarder comment on travaille ensemble, non seulement pour développer, mais aussi pour éviter les catastrophes, surtout quand on perd des collègues. Et dernière chose que moi je voulais vous dire, c'est une mafia. Dans le fret ferroviaire, c'est une mafia. Il faut savoir que le patron de CR, comme le patron de VFLI, ce sont des anciens de la direction fret SNCF, de la chambre et compagnie. Ils sortent tous de là. Que celle qui est aujourd'hui directrice de fret SNCF, elle est présidente du conseil d'administration de VFLI. Donc elle va toucher des jetons dans une boîte qui fait concurrence à la SNCF. Voilà avec qui on travaille. Il ne faut pas s'étonner que PSA ne travaille plus avec la SNCF, puisque Martin, le sieur Martin, qui était directeur du matériel à la SNCF, est parti pour mésentente avec Pépi, et que 3 mois après, Nadal, qui a été viré par la SNCF, était patron de Jeffco, et que c'est eux qui ont décidé que la SNCF ne toucherait plus au trafic de PSA. Donc, c'est une mafia, je le dis aussi tranquillement que ça, c'est une vraie mafia. Et que là, à part la poussée des salariés et des élus politiques qui ont une vraie responsabilité et comme je le disais tout à l'heure, une envie de justice, à part ça, je ne vois pas comment on va faire. Donc, il faut qu'on dénonce ça et il faut qu'on le fasse ensemble. Moi, je suis d'accord pour qu'on trouve des terrains d'entente pour pouvoir secouer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, et je reviens sur les chiffres, parce qu'il faut arrêter quand même de se mettre martel en tête, il faut qu'on persuade les salariés, les retraités.
Non, un, on n'est pas responsable de la crise. Deux, ceux qui sont responsables de la crise continuent à s'engraisser. Et trois, il y a l'argent. Alors ça suffit d'essayer de nous mettre dans un moule qui n'est pas vrai aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui se passe à la SNCF, mais ce qui se passe dans les entreprises, quelle que soit l'entreprise, c'est ce qui se passe dans cette Europe, c'est-à-dire plus on étrangle, plus les peuples s'enfoncent, et plus de toute façon la situation économique, elle n'émerge pas dans le sens où ils pensent, ou en tout cas ils voudraient nous faire croire qu'elle pourrait émerger. C'est du pipeau, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, et partout il faut le dénoncer. Merci. On passe le micro, monsieur, peut-être Jean-Pierre, là, voilà, Gilles. Et ce sera le dernier intervenant sur ce thème, et après on passera au service public, pour finir. Je vais essayer de faire court. Outre avoir travaillé cette scène, j'ai eu une certaine de routier, et un élément qui n'a pas été, même si je partage ce que l'expédition de l'autre, c'est que les camions actuellement servent de stockage sur route, pour les entreprises. La fabrication de produits, c'est une chose, mais on ne stocke plus. Il est plus économique pour ces sociétés de trimballer les remorques de l'Europe, puisque c'est une Europe. Moi j'ai travaillé à côté de la frontière suisse. On s'est amusé à compter combien de fois ça, on a fait l'aller-retour, c'était assez mignon. Parce que ça coûte moins cher de payer des chauffeurs tchéco-roumains à coups de lance-pierre pour transporter les marchandises que de les stocker. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut, je suis d'accord avec vous, même à l'époque lointaine, j'étais au XXe siècle, que ça m'embarrait déjà les points du fret, mais pas mal de mise en place des conteneurs qui étaient une véritable saloperie, et qui en même temps a mis des poches d'un groupe de personnes, puisqu'on pouvait s'acheter des conteneurs, mais sur les conteneurs, c'était un remplacement de père de famille à l'époque. Je crois qu'il y a un autre élément qu'il faut voir en compte, c'est notre façon de consommer. Je veux bien qu'on, je suis complètement d'accord de la façon de produire, mais c'est aussi notre façon de consommer. Actuellement, on achète les uns les autres par Internet et en livraison 24 heures chrono. D'accord ? On veut du matériel tout de suite, on veut acheter tout de suite, on veut aller à la certes, mais n'empêche qu'on participe quand même. Et à ce niveau-là, je ne vois pas comment les trains peuvent répondre. Donc, effectivement, la solution route paraît la plus judicieuse. Je voudrais quand même finir sur les automobilistes. J'ai regardé récemment une émission où, effectivement, à Paris Intramuros, j'ai découvert des grandes surfaces qui se faisaient livrer en train, avec des wagons qui rentraient. Etc. Ça, c'est des démarches qui est en train de se développer, notamment avec des réseaux ferrés différents du train traditionnel. Et puis, je me demande si, avant de faire la révolution, alors, alors si c'est capitaliste, c'est d'ailleurs encore un certain sacré boulot, est-ce que le ferroutage, ça ne sera pas un objectif, le développement du ferroutage, ça ne sera pas un objectif plus réaliste dans un premier temps, de batailler là-dessus? Parce que le ferroutage, c'est pas que les camions, ça peut être aussi les voitures, ça peut aussi être. On remarque que je pense qu'il faut aussi que l'on s'approche de façon d'utiliser ça. Donc, on va passer maintenant à la partie service public. Juste vous inviter quand même à mettre en relation ce qu'on vient de se dire là, avec ce qu'on a dit juste avant. Le ferroutage, d'accord, mais sur des infrastructures surchargées, saturées, avec une demande de transport voyageurs croissante. Hein, voilà, donc c'est pas facile forcément à articuler. Et donc c'est Cédric qui va venir pour la dernière intervention. Mesdames, Messieurs, après le débat de qualité que nous venons d'avoir sur les transports voyageurs et de marchandises, nous allons pouvoir continuer sur le service public ferroviaire que nous voulons en France et sur notre territoire. Il me paraît indispensable de faire un constat de la situation de notre service public ferroviaire réalisé par la SNCF et donc les cheminots. La refonte du premier paquet ferroviaire, qui a pour but de valider les orientations pour les chemins de fer européens, a été réalisée courant 2012. Cette modification a eu pour seul but d'impulser la libéralisation du rail dans toute l'Europe et de privatiser toutes les entreprises historiques nationales. Ces décisions prises au niveau européen ont comme impact la destruction du service public ferroviaire français et donc de la SNCF, afin de pouvoir introduire la libre concurrence à l'instar de ce qui a été fait à l'énergie ou les télécoms.
Cette dynamique a été menée au niveau français par l'ancienne majorité présidentielle qui a mis en place les assises du ferroviaire qui se sont conclues le 15 décembre 2011. Ces assises ont permis à la ministre Nathalie Kouskoum-Morizet, excusez-moi pour la prononciation, de conclure l'exercice par l'annonce d'un plan de travail pour préparer la mise en œuvre d'une réforme libérale du système ferroviaire. L'orientation guidée par la rentabilité financière et la poursuite de l'ouverture à la concurrence. Sans changement de gouvernement, les conclusions des assises auraient permis le démantèlement de la SNCF sous prétexte d'une réunification de l'infrastructure, la direction des circulations, RFF, SNCF, Infra. À plus ou moins long terme, c'est plus d'un tiers du réseau utilisé par moins de 20 trains par jour qui serait cédé ou disparaîtrait tout simplement. Ceci est un exemple sur la menace qui pèse sur 11 200 km de ligne et sur l'unicité du réseau. Les objectifs seraient donc le démantèlement de la SNCF à court terme avec l'éclatement de l'entreprise publique SNCF, soit vers RFF, soit sous forme d'un groupe composé de filiales, pour seul but de ne pas avoir de service public ferroviaire. La direction de la SNCF n'a pas attendu toutes ces mesures pour orchestrer la casse de l'entreprise. La création du groupe et la mise en place de multiples filiales ont pour seul objectif de mettre en concurrence les cheminots et donc de rabaisser le niveau de service que nous devons, cheminots, devons à tous les usagers du rail. Fermeture de ligne, fermeture de guichet, travaux qui traînent, destruction du fret. On en a parlé. Mais les multiples mobilisations des cheminots et des usagers du rail ont permis de ralentir les restructurations mises en place par M. Pépi pour des raisons de rentabilité financière. Il reste à poursuivre car rien n'est gagné. La logique d'autorité pourrait bien avoir la répercussion aussi sur le ferroviaire. Dans un monde en profonde mutation, on pourrait se poser la question, faut-il conserver des services publics? Aujourd'hui, même les libéraux proposent de maintenir les services publics. La différence essentielle, c'est qu'ils considèrent qu'il s'agit de missions de services publics que l'on peut confier à des entreprises privées, souvent des monstres tentaculaires du type Veolia, qui s'en serviront pour faire du profit. Aujourd'hui, la grande mode, c'est le partenariat public-privé. Le principe effet de ce type de mesure, c'est de permettre à des groupes privés de s'enrichir en utilisant des infrastructures du réseau payé essentiellement par les contribuables. Bien évidemment, les cheminots considèrent que c'est beaucoup moins efficace. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'entendre votre opinion sur ce point. Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le gouvernement annonce une grande réforme du système ferroviaire. Le nouveau ministre délégué au transport, M. Frédéric Villiers, a attendu le 30 octobre 2012, jour où le président de la SNCF fêtait les 75 ans de la SNCF, pour annoncer les mesures de cette réforme gouvernementale du système ferroviaire français. La déclaration s'est faite 5 jours après un mouvement national de grève à la SNCF, où les 4 organisations syndicales représentatives, CGT, UNSA, SUDRA et CFDT, étaient présentes. Un cheminot sur 3 s'est inscrit dans ce mouvement pour combattre la privatisation de la SNCF et de son service public. Le ministre a annoncé la création d'un gestionnaire d'infrastructure unifié qui réunira la direction de la circulation ferroviaire RFF, SNCF, Infra, dans un cadre d'une société publique nationale dont le statut juridique n'est pas tranché. Cette société sera rattachée au sein d'un pôle public ferroviaire unifié. La Fédération CGT des cheminots prend acte de cette décision, qui met fin à 15 ans de désorganisation du système ferroviaire coûteux, création de RFF, coûteux pour la nation, engendrant
nombreux dysfonctionnements pénalisant les usagers et les cheminots dans l'exercice de leur métier au quotidien. Si la volonté du gouvernement, par ses annonces du ministère des Transports, semble vouloir privilégier le caractère public de la SNCF, il n'en demeure pas moins que tout n'est pas réglé, par exemple la question de la dette. La CGT cheminot ne cesse de défendre le caractère intégré du système ferroviaire. C'est pour cela qu'elle a toujours combattu la création de la FF. C'est dans cet état d'esprit que la CGT et les cheminots défendent un projet alternatif appelé la voie du service public, basé sur un gestionnaire d'infrastructures unifié intégré dans la SNCF. De nouveaux rôles confiés aux différents organismes de l'État, renforçant le caractère public et stratégique du système ferroviaire. La séparation stricte des fonctions essentielles garantit une compatibilité durable avec la législation européenne. L'évolution des fonctionnements et des pilotages par activité et produits, donc les séparations de fret avec le reste de la SNCF, par exemple, a conduit à un cloisonnement et un morcellement de la production, source de dysfonctionnement et de surcoût. Tout ceci n'est pas fatal. On peut faire autrement. C'est pourquoi la CGT propose, tout en maintenant un gestionnaire comptable, une gestion comptable séparée, de mettre en place, au niveau local de la production, une organisation mutualisant les ressources des activités. Dans une conception de proximité et d'accessibilité du service public, les établissements multi-activités qui regrouperaient l'ensemble des services dans un bassin économique et d'emploi. La CGT propose un management unique qui organiserait une synergie des différents services pour répondre aux besoins et éviter les conflits d'intérêts entre activités que l'on retrouve évidemment dans les organisations séparées. Son fonctionnement s'inscrirait dans une proposition plus large par la création d'un pôle public de transport public. L'objectif serait d'assurer une complémentarité des modes de transport et des conditions sociales de haut niveau pour l'ensemble des salariés en lieu et place de la concurrence et de la rentabilité financière. Par ailleurs, le ministre, dans son intervention, reconnaît publiquement que les multiples restructurations du fret ont occasionné son effondrement et une baisse de la qualité de service. La CGT ne cesse de dénoncer cette politique de casse du transport de marchandises qui s'est traduit par un report massif du rail vers la route, où la direction de SNCF est l'un des premiers acteurs. Tout ça, il faut le savoir. D'autre part, M. Cuvillier confirme sa volonté d'ouvrir à la concurrence le transport de voyageurs en 2019. La CGT et les cheminots refusent cette posture dogmatique qui prouve son efficacité pour le fret ferroviaire. Une partie des annonces faites par le ministre peuvent nous rassurer sur son caractère public de transport ferroviaire. Mais ce sont bien nous, cheminots, usagers, politiques, associations, qui feront de la SNCF un pôle public de transport ferroviaire pour tous et sur tout le territoire. C'est dans cet esprit que le syndicat CGT des cheminots d'Achères vous invite à réfléchir à la création de structures qui permettraient que les points de vue des usagers et des cheminots se confrontent, puis se complètent, afin de former un tout cohérent qui pourra ensuite nous permettre d'agir ensemble. Excusez-moi, c'était un peu long. Merci Cédric. Donc voilà, Cédric il brosse un tableau qu'on peut résumer assez facilement au-delà des aspects techniques, parce qu'elle l'a développé tout à l'heure. Ce qu'ils ont fait, ce qui est déjà dans la vie aujourd'hui, ils ont fait des entreprises dans l'entreprise. Et il y a des cloisons étanches entre chacune d'entre elles. Donc quand on met ceci en regard de l'évolution en matière d'avancer à marche forcée vers la concurrence, vers la privatisation, on voit très bien, en tout cas c'est mon sentiment, qu'on va vers une vente par appartement de l'entreprise publique nationale.
C'est leur objectif. Alors certes, ils ne pouvaient pas y aller en une fois, mais ils créent progressivement les étapes pour en arriver là. Voilà, je pense que en même temps, ayons présent à l'esprit qu'il y a. Pascal, il emploie cette expression, il dit on est à la croisée des chemins. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il y a eu quand même un changement de gouvernement dans ce pays, même si les uns et les autres peuvent avoir des avis différents sur la réelle volonté de changer les choses sur le fond, mais c'est une nouvelle donne. Est-ce qu'on se contente d'attendre en se disant peut-être, ou bien est-ce qu'on leur donne un peu d'élan? Vous parlez simplement. Moi, je pense que c'est. Voilà, Olivier réagit. Vas-y, Olivier. Comme j'ai piqué le micro juste avant, j'ai juste une anecdote sur le cloisonnement étanche. Je vais vous le dire, il ne faut pas le répéter. Aujourd'hui, on a déjà une production sur Saint-Lazare qui est assez pénible par manque de matériel et manque de moyens humains. On arrive régulièrement, de par notre organisation dans l'entreprise, à supprimer des trains qui fonctionnent très bien, très bon état de marche, avec un agent de conduite qui est en pleine forme, prêt à travailler, sauf qu'il n'y a personne pour faire un essai de frein. Et l'essai de frein, il y a quelqu'un qui pourrait le faire, mais ce n'est pas la bonne activité. Alors, comme il n'est pas payé par la même activité, je vous prends l'exemple, c'est un train grande ligne, mais la personne qui fait l'essai de frein, c'est Transilien. Et comme cette personne n'est payée par Transilien, il n'est pas question qu'il aille faire l'essai de frein sur le train à côté, par contre, il a un mètre à faire pour regarder si ça freine ou pas. Mais non, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime le train. Non, vous ne le répétez pas ça. Mais voilà, c'est le cloisonnement énorme, par contre. On s'en doutait un peu, ça roule mieux. Voilà. Le micro à Titi, voilà. Oui, mais je vais poursuivre quand même, parce que ce que dit Olivier, c'est quand même extraordinaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est, puisqu'on parlait du fret tout à l'heure, c'est qu'il y a des trains fret qui sont des trains fret privés et qui circulent sans effet de frein. Il faut quand même se rappeler l'aventure de la gare de Montauban. Un train de 1800 tonnes qui a mis 3 km 200 pour s'arrêter, parce que le train circulait sans frein. Et on a appris depuis que des trains privés ne font pas d'essai de frein pour la course. C'est que pour faire un essai de frein, il faut être au moins 2. Il faut être 2, 1 à chaque bout du train. Et comme ces trains-là sont remorqués par le seul conducteur et qu'il n'y a pas d'argent à l'autre bout, eh bien, il y a des trains qui partent sans essai de frein. On en est arrivé là. Et je voudrais attirer l'attention quand même des auditeurs ici présents. C'est que notre fédération a alerté l'ancien ministre, il y a 2 ans maintenant, par plusieurs lettres, révélant des dysfonctionnements et la mise en cause de la sécurité des trains. Il faut quand même savoir que les boîtes privées ont rendu voie libre sans mettre en marche les passagers nouveaux. On ne l'a jamais fait. Voilà un peu où ça conduit. Et ça, moi je le dis tranquillement pour être un vieux cheminot, parce que j'ai passé quand même quelques années dans la boîte. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir ce dysfonctionnement. Alors, ce que disent les camarades, c'est qu'ils organisent le dysfonctionnement pour mieux discréditer le service public, pour prétendre que la privatisation serait meilleure. Ils organisent la destruction du service public avec des complicités à l'intérieur de l'entreprise. Et quand même, je vais finir, parce que je ne veux pas être trop long, mais on parlait du fret il y a un instant, mais enfin, il y a quand même un champion dans le fret. On avait quand même un champion dans le fret qui est le patron aujourd'hui de filiale routière de la SNCF, Ionis. Qui était ce monsieur? C'est le liquidateur de Moulinex, monsieur Blaillot. Il faut quand même savoir par qui on est dirigé. Alors, les services publics, dans l'esprit de ces gens-là, il y a longtemps que ça leur a passé. Voilà. Encore lui. L'invitation que j'ai reçue par mail, c'était marqué les assises des sévices publics. Il manquait un R. Les sévices publics. Mais c'était pour ça. Oui, en imaginant, parce que c'est arrivé, les usagers ils galèrent dans les trains.
Ça existe ça, dans la société. Donc je pense qu'il faut, c'est pas défendre l'existant. Le service public se dégrade parce qu'on a mis à la tête des gestionnaires qui peuvent être demain PDG de Peugeot, ça arrive, qui manquent je crois qu'il faut le répéter et le démontrer. Aujourd'hui, nous, on a des propositions. Il faut dire pourquoi ça se dégrade, et c'est pas. Il y a plein d'exemples dans le monde, par exemple l'Angleterre, et je crois qu'il faut le dire et répéter, et montrer pour nous quelle conception de notre service public, parce que je crois qu'on a, y compris là-dessus, besoin de montrer qu'il y a des solutions. Si Jean-Claude Pascal. Oui, il a posé les choses correctement. Effectivement, on ne peut pas aujourd'hui, nous en tant que cheminots, défendre le service public qui est actuellement en cours. On ne peut pas revenir 30 ans en arrière parce que les choses ont évolué. Donc c'est bien pour ça que la Fédération CGT des cheminots fait des propositions dans le sens d'une autre voie pour le service public. Et on ne peut pas, et tu as raison de le dire, on ne peut pas dire aux gens qui prennent le RERA tous les jours que ce qu'ils subissent, c'est ce qu'on veut. Ben, c'est pas possible. Parce que c'est la dégradation, non seulement pour eux, c'est la dégradation des conditions de travail, c'est la dégradation du matériel. Et il y a plus, en ce moment, il y a, entre guillemets, plus rien qui va. Plus rien qui va. Et c'est pour ça qu'on propose autre chose. C'est pour ça qu'on veut revenir à ce que nous on appelle les établissements multi-activités, où les cheminots qui savent faire peuvent faire. Alors, ils nous ont donné 2-3 exemples sur ce que les cheminots savent faire et peuvent plus faire. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Il faut qu'un gars dans une gare qui était capable de donner le départ à un train de voyageurs et à un train de marchandises puisse continuer à faire les deux. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a plein de choses comme ça où on dit stop, stop. Et il faut venir à. Je répète, mais je pense que c'est important, et peut-être qu'il faut qu'on informe mieux les usagers là-dessus. Mais là où il y avait des réserves traction, des réserves agents de train, des mecs qui étaient prêts à intervenir à l'équipement d'astreinte, à l'équipement matériel, il faut qu'on retrouve tout ça. Ou alors c'est plus du service public. Ou alors on nous parle beaucoup. Il y a l'intervenant tout à l'heure qui parlait de ferroutage. Évidemment que c'est une solution. Si c'est du service public, parce que sinon je peux vous dire ça coûte la peau du cul. Donc si ça coûte la peau du cul, il n'y a personne qui va investir. Par contre, si on se dit au niveau environnement, les camions sur les trains, un maximum de voitures sur les trains, c'est quand même mieux, et on y gagnera un peu emploi externe, et puis au niveau environnemental, parce que qu'est-ce qu'on va laisser à nos gosses dans une quinzaine ou une vingtaine d'années si on continue comme ça. Mais c'est là, c'est pour ça que nous on dit que le service public c'est pas seulement les voyageurs, c'est aussi le transport de marchandises. Moi je ne suis pas d'accord d'entendre que le transport de marchandises c'est pas du service public. Si à partir du moment où on veut faire une politique environnementale et du report modal, il faut que ça soit du service public. Ou alors, si vous donnez ça à un patron, le patron, mais c'est normal, hein, moi je me mets à sa place, et il va dire combien ça me rapporte. Ça me coûte, vous rigolez ou quoi? Donc il faut bien que ça reste dans le giron du service public. Et c'est pour ça qu'on propose une autre voie, et c'est pour ça qu'on propose surtout pas ce qui se passe actuellement. Surtout pas. Parce que les usagers ne méritent pas ça, et à contrario, pour les défendre, les cheminots ne méritent pas ça non plus. Ils ne méritent pas de se faire pointer du doigt par rapport à leur statut, par rapport à tout ça, avec ce qu'ils essayent de faire. Et moi je dis souvent, hein, le statut des cheminots, c'est certainement pas la panacée, c'est certainement pas ce que les gens croient en plus. Par contre, ils permettent, et ça même le code du travail ne permet pas, d'assurer 365 jours par an, 24 heures sur 24, normalement un service public ferroviaire. Il faut qu'on leur en donne les moyens. Si on leur en donne les moyens, ils sont capables de faire. Richard, très rapidement, puis après je vous propose qu'on conclue parce qu'on a aussi des contraintes horaires. Je pense ici un certain nombre d'entre vous connaissent Patrick Leuillet, qui est député européen. Il nous expliquait récemment que, et vous allez voir, moi je vais en venir,
Non, mais il est irlandais. Et donc, comme les tout va bien, c'est un petit pays, c'est qui, globalement, ça va. Mais les banques, ils sont un petit peu emmerdés parce qu'ils avaient les deux banques. Ils avaient pris une partie de la dette grecque. Donc ils ont demandé 2 milliards à l'Europe. 2 milliards, c'est rien par rapport à l'argent qu'on injecte dans l'austérité pour les banques. Mais donc dans ce cas-là, ils disent bon, on va voir ça. Donc ils arrivent, le Troïka, ils appellent ça le FMI, la Banque centrale et le Conseil européen. Et donc ils arrivent à l'aéroport, et puis ils vont voir le président, ils disent ok, on va regarder ça, mais l'aéroport là dans lequel on vient d'arriver, c'est ça réflexion. Bon, il faut privatiser ça. Le réseau électrique, c'est un peu usé, mais ça marche très bien. Bon, quand même, il faudra privatiser ça. Ça veut dire, on est dans ça marche très bien. Et lui, il voulait 2 milliards, donc il cassait le pays pour ça. Pour aller imposer l'austérité, il faut aussi baisser le temps de travail, le service public, les prestations. Donc on est dans ce dogme-là. Et ça, pour qui on veut dire, c'est l'Europe, c'est le marché, on est d'accord, il faut résister à ça. Mais il faut aussi résister là pour avoir emprise, parce que bon, je dis, personne ici dit ça, mais on est contrainte à faire face à cette Europe-là. Mais c'est aussi, ça partir sans doute des réalités dans lesquelles nous sommes, et les usagers le sont aussi, qu'il faut essayer d'intervenir. Et je trouve qu'on est au cœur des questions. Pascal, tu dis des choses très justes, et je trouve que chacun essaie d'apporter un regard ce soir sur la notion de déplacement, domicile-travail, le problème d'urbanisation et éloignement des gens de l'Europe, le besoin de construire des autoroutes pour amener les camions plus rapidement à APS, c'est la 104, c'est le pont d'Achères, et des circuits courts sur lesquels après on peut parler de l'économie solidaire, on peut parler des circuits courts pour éviter à ce que les crevettes ils voyagent sur la moitié du monde, ce qui est dans nos assiettes. Donc à la fois, je pense que la société dans son ensemble est dans un, j'aime pas l'expression croiser les chemins parce que ça veut dire que c'est tracé d'avance. Et je trouve qu'il y a des chemins à inventer en tout cas sur le gouvernement à Valais. Il y a malgré tout ce qu'on dit, en recul, même avec on peut avoir un peu de déception avec le gouvernement actuel sur la notion de renoncement. Ça veut dire qu'on va renégocier un traité et finalement on ne négocie rien. On se couche devant les finances, les libéraux et les grands puissants. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu cet aspect de renoncement, de recul, de difficulté de l'action collective. On est confronté à ça dans nos organisations. Et en même temps, il y a beaucoup de questionnements sur la planète, où on va. C'est-à-dire qu'il y avait des petites et des grandes questions avant. Maintenant, des petites questions sont des grandes questions. Et je trouve que ça ouvre, malgré tout, à une autre écoute, une autre attente possible et des citoyens pour les engagements. Bon, moi, je ne vais pas faire ici de plaidoyer du front de gauche, mais je trouve qu'on est parti de quand même de peu, il y a 1 an et demi, et la campagne du président. Il y a eu un mouvement dans ce pays qui a permis de battre Sarkozy et pire François Hollande. Mais il y a un courant qui peut émerger assez rapidement, moi je trouve, à travers des convergences à la fois sur des choses concrètes et sur une vision autre du monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est pas quelque chose en dehors de nous, mais c'est dans le quotidien. Je trouve que cette notion entre petites et grandes questions sont plus liées aujourd'hui qu'auparavant. Peut-être que le monde est devenu un village et la communication, etc. Donc, voilà. Merci Richard. En vous écoutant, il est revenu en mémoire un échange que j'avais entendu à la radio il y a quelques années, au moment où était en question la séparation d'EDF et de GDF, et l'ouverture du capital, donc la concurrence. Et cette chaîne de radio avait
avait invité un économiste américain. Donc il lui demande son opinion. Et le gars, il dit, vous savez, nous, on est des libéraux, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un truc qu'on ne fait jamais. On ne casse pas un truc qui marche. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils cassent des trucs qui marchent pour des raisons dogmatiques. Voilà. Donc Christophe va dire quelques mots et puis ensuite on se retrouvera autour du bar pour poursuivre ce débat. Oui, je tiens à remercier tous les participants. J'ai été agréablement surpris qu'il en reste autant à cette heure-ci. Merci beaucoup. On voit que le sujet intéresse. Autrement, le syndicat, la CGT des cheminots de la Chaire a bien entendu les remarques, les propositions qui ont été faites. Bien entendu, et on est vraiment sur la même longueur d'onde, hein, c'était la démarche du débat public d'ailleurs. On est tout à fait disposé à travailler avec les associations d'usagers, de toute façon c'est pas nouveau, hein. Ça se fait, je sais que ça se fait sur Nantes. Donc si on a, si ça peut vraiment se concrétiser, il n'y a pas de souci, on est prêt à travailler avec une association d'usagers. On est bien conscient que dans les environs de la Chaire, c'est vraiment une nécessité. C'est une nécessité, il y a un réel besoin. Donc on a bien entendu, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, on est aussi prêt donc à travailler avec les politiques des environs et les syndicats des grandes entreprises comme Peugeot. On est bien conscient qu'à tous ces niveaux-là, on a besoin de faire converger les intérêts. Il y a de quoi faire, et voilà. Donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont aidé à l'intendance également, à tous les camarades, sans qui le débat aurait pu se faire. Voilà, merci beaucoup.